Valkyria Chronicles, c'est un jeu qui te donne envie de crier chargé en lançant ta PS4 contre un mur après une mission ratée. Un STR, stratégie en temps réel au tour par tour, qui mélange l'action, la tactique et le sel. Beaucoup de sel. Le gameplay est vraiment unique et exigeant. Imaginez un jeu où tu dois gérer une escouade entière de soldats, mais où chaque tir foireux peut te coûter une mission entière. Valkyria Chronicles 4 reprend vraiment cette recette du premier opus. Un système de combat en mode blitz, où tu peux déplacer tes unités en temps réel, viser manuellement et ensuite croiser les doigts pour que ton sniper ne tire pas à côté à bout portant. Coucou la RNG. Chaque personnage a ses propres compétences, ses propres faiblesses. T'as le sniper, ultra précis sauf quand t'en as besoin. Le tank qui bloque tous les tirs critiques, et bien sûr la classe la plus cheatée, les grenadiers. Ces mecs-là bombardent la map sans pitié, à croire qu'ils jouent à Worms et non pas à une guerre tactique. L'histoire, c'est un scénario entre drame et clichés animés. L'histoire se déroule en parallèle du premier jeu avec une nouvelle escouade. Tu suis Claude, le commandant, un peu trop lisse au commandement, accompagné de son équipe remplie de clichés attachants, badass cynique, ultra zen et tsundere de service. Mais Valkyria Chronicles, c'est aussi des moments de pur drama, où chaque décision peut mener à la perte d'un allié, et où tu reloads ta sauvegarde directe, faut pas déconner. La DA est vraiment sublime, vous le voyez sur la vidéo, l'OST de surcroît est surtout épique, visuellement c'est du grand art. Le style aquarelle façon peinture de guerre donne un cachet unique au jeu. Les musiques orchestrales ajoutent une tension dramatique à chaque bataille. Mention spéciale au thème des boss qui te font comprendre que t'es sur le point de perdre en beauté. Verdict, c'est un STR vraiment brillant. Un petit peu frustrant peut-être, mais en tout cas Valkyria Chronicles 4 c'est un bon jeu, oui. Aussi punitif qu'un examen surprise en maths, ça c'est sûr. C'est un jeu qui récompense les stratèges et qui humilie les bourrins. Une pépite pour les fans de tactique, mais à éviter si t'as juste envie de te détendre après une longue journée. Note finale, 8 snipers qui ratent leur tir sur 10. Jeu très très cool, j'ai pas eu malheureusement suffisamment l'occasion d'y jouer, je l'ai eu, j'étais très jeune, je pense que je l'ai pas eu au bon moment. J'ai vu une vidéo de Bazar du Grenier là qu'en parle, donc n'hésitez pas à aller checker aussi, j'espère que la vidéo vous aura plu, abonne-toi, le prochain jeu que tu veux voir. Un champ de bataille où les soldats sont des vers de terre, mais pas n'importe lesquels, des psychopathes armés de bazookas, de moutons explosifs et de bout ninja. Worms WMD, pur concentré de stratégie, fourberie et surtout de grosses explosions. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur Worms jamais sorti ? Est-ce qu'il est à la hauteur des légendes comme Worms Armageddon ou Worms World Party? On va voir ça ensemble, restez bien jusqu'au bout, abonne-toi, pouce bleu, et mets le prochain jeu que tu veux voir en commentaire. Dès les premières secondes, Worms WMD sent bon la nostalgie avec son gameplay en 2D classique. Mais attention, ne vous laissez pas berner par les graphismes colorés et l'ambiance cartoon. Ce jeu c'est de la pure stratégie au tour par tour. La moindre erreur peut transformer ton équipe en barbecue ambulant. Les armes sont tellement délirantes, vraiment, c'est ça qui fait le bonheur de ce jeu. Sainte grenade, élimination divine, baguette explosive, parce qu'on est français, le mouton suicidaire, aussi instable qu'un joueur de Dark Souls en PVP, le tank et l'hélico, les véhicules, ça a tout changé. Et c'est sans parler des bâtiments destructibles qui ajoutent un côté forteresse à la guerre, jusqu'à ce qu'une explosion transforme tout en cendres. Mais est-ce qu'il y a un scénario ? Bah on va pas se mentir, Worms c'est pas un RPG, y a pas un lore ultra développé. Ici le seul but c'est d'exterminer, c'était dur à dire, l'équipe adverse avec panache et surtout avec cruauté. Mais il y a quand même un mode solo, avec des petites missions qui permettent de t'entraîner avant d'affronter des vrais joueurs. Et l'entraînement c'est plutôt cool. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas que les anciens Worms? Comparé aux classiques, comme Worms Armageddon, il a réussi à capturer l'essence du chaos tout en ajoutant des nouveautés vraiment intéressantes. Véhicules, bâtiments, retour à la 2D qui font vraiment plaisir. Mais certains diront quand même que Worms Armageddon restait indétrônable en termes de feeling et surtout en termes de fun. Verdict ? Si vous aimez le bordel stratégique et les explosions what the fuck, Worms WMD c'est un excellent choix, mais si vous cherchez du rétro un peu pur, vraiment côté Worms, Armageddon reste le roi. Alors, c'est quoi votre Worms préféré ? Worms Armageddon ou vous kiffez les nouveautés de Worms WMD? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie de lancer une guerre de verre avec vos potes, le petit like et abonne-toi pour encore plus de vidéos gaming et explosives. Moi celui-là, ça va faire 2-3 ans qu'on y joue, qu'on doit faire 1 à 2 parties tous les mardis avec 2 de méga. Donc excellent jeu Worms. Effectivement avant on jouait à Armageddon, là on est passé sur WMD, en fait c'est juste que sur la PS5 WMD il était là direct, mais on pourrait jouer à Armageddon qui était très bien, il y avait le jetpack avec l'eau, c'était très très cool dans Armageddon. Donc n'hésite pas à mettre le prochain jeu que tu veux voir en commentaire. Force à tous.
Imagine un monde où chaque bataille est une partie d'échecs géante, où chaque décision façonne ton destin, et où la stratégie est plus importante que les réflexes. Ce monde existe, et il s'appelle Heroes of Might and Magic 5. Dès son lancement en 2006, ce jeu a divisé les fans. Certains criaient au génie, d'autres pleuraient à la fin de l'âge d'or des jeux précédents. Mais plus de 15 ans après, une chose est sûre, Heroes 5 reste un des piliers du genre stratégie au tour par tour. Gameplay, stratégie à l'état pur. Ce n'est pas un STR classique où tu spammes des unités comme un bourrin. Ici, chaque créature, chaque sort, chaque déplacement doit être mûrement réfléchi. L'exploration se fait par une carte immense où il faut capturer mines, recruter troupes et prendre des décisions cruciales. Bataille épique, un système de combat en hexagone qui demande réflexion et sang-froid, héros surpuissants qui ne combattent pas directement mais qui influencent chaque affrontement avec compétences et sorts à jeter. Si t'as déjà joué à Ash of Wonder, Disciple ou King's Bounty, tu verras que Heroes 5 pousse la formule à un autre niveau. Le scénario, une épopée médiévale, sombre et épique. L'histoire du jeu met en scène Isabelle, une jeune reine dont le royaume est ravagé par des guerres impitoyables. Au programme anges, démons, conspiration, trahison, vengeance, cinématique en 3D magnifique, digne des plus grands RPG, narration qui s'inspire des meilleures sagas fantastiques. Si t'as aimé Warcraft 3, Baldur's Gate ou The Witcher, l'univers de Heroes 5 va te happer en quelques heures. Les factions choisissent ton destin. L'un des points forts du jeu, c'était ce casting de factions, totalement différentes, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Chaque faction était très agréable à jouer. Le Havre, des chevaliers, des anges pour un style de jeu défensif, Inferno, démons ultra agressifs qui frappent vite fort, Nécropole, les rois du late game capables d'invoquer des armées de morts vivants, Donjon, des elfes noirs avec des créatures vicieuses, l'Académie, des mages ultra stratégiques avec des titans électriques, et les sylves, des elfes et des créatures de la nature jouant sur la vitesse, et l'archerie. Je me souviens bien aimer le Havre à l'époque. Chaque faction offre une expérience de jeu totalement différente et c'est ça qui était cool dans les escarmouches, ça avait une rejouabilité immense. J'ai passé des centaines et des centaines d'heures de jeu là-dessus, vraiment en 1 contre 1, et on mettait des ordis aussi, si je dis pas de bêtises, on faisait du 1 contre 1, plus je crois qu'il y avait des ordis, ou que du 1 vs 1, mais en tout cas, vraiment, on a saigné Heroes 5, c'était une pépite avec mon gars, vraiment, on y a beaucoup joué. C'était dommage que c'était chacun notre tour, mais malgré ça, ça fait qu'on a quand même vraiment apprécié ce jeu-là à l'époque. La musique aussi, composée par Paul Romeo, tout simplement incroyable, épique, envoûtante, digne d'un film de fantasy. Elle t'immergeait totalement dans cet univers. Ferme les yeux, écoute le thème de Haven, tu vas voir pourquoi on est toujours nostalgique après toutes ces années. Franchement, c'est un bijou à redécouvrir. Si t'es fan de dark fantasy, de stratégie et de jeux exigeants, Might and Magic 5 est un incontournable. Ça a pris un coup de vieux graphiquement, mais son gameplay est toujours aussi addictif pour une petite escarmouche. Aujourd'hui, il possède encore une communauté active, avec mods qui améliorent l'expérience. Si tu ne l'as jamais essayé, pourquoi ne pas se plonger dans ce chef-d'œuvre intemporel si t'es pas allergique au tour par tour? Sinon, on va plutôt voir ma vidéo sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu. Est-ce que tu as déjà joué et quelle est ta faction préférée? Abonne-toi, force pouce bleu. Est-ce que les échecs ça te rend plus intelligent ou juste fou? Les échecs c'est un jeu qui traîne dans ton salon depuis des années que ton grand-père te propose souvent de jouer alors que tu sais pertinemment qu'il va te rouler dessus en 5 minutes. C'est aussi un jeu selon internet qui transforme un simple humain en une machine de guerre du cerveau. Sauf que la vraie vie, c'est surtout un moyen de se sentir nul et humilié. Mais alors les échecs, c'est un jeu de génie ou un cauchemar sous forme de 64 cases? On nous dit que ça développe logique, patience et stratégie, mais pourquoi alors des mecs comme Magnus Carlsen peuvent gagner en jouant littéralement les yeux fermés pendant que nous on galère à ne pas sacrifier notre dame au deuxième coup? C'est pas vraiment pour les intellos, dans l'imaginaire collectif c'est le sport du cerveau surhumain. On imagine des mecs avec un QI de 200 qui calculent 20 coups à l'avance ce qui va se passer, et on se demande pourquoi notre cavalier bouge en L. Mais la vérité c'est que les échecs c'est aussi le terrain de jeu des plus grands débiles stratégiques. Entre les parties en mode blitz où les joueurs jouent plus vite que leur ombre et sacrifient toutes leurs pièces en espérant un miracle, on est loin de la pure réflexion intellectuelle. D'ailleurs, parlons-en des mauvais joueurs, ceux qui tentent d'improviser un Gambit de la rue et se font torcher en 3 coups, ceux qui se prennent pour Kasparov après avoir gagné une partie contre un bot en facile, ou encore ces joueurs qui refusent d'accepter qu'ils ont perdu et qui continuent la partie avec un roi solitaire en espérant un bug. Les échecs, en 2025. C'était déjà un jeu de tryhard, mais depuis l'explosion du jeu en ligne, c'est devenu un champ de bataille numérique. Les bots sont cheatés, les parties en bullet où t'as même pas le temps de cligner des yeux, et la triche qui devient un vrai fléau, merci le fameux scandale du vibreur. Jouer aujourd'hui, c'est comme essayer de traverser une autoroute en trottinette. Mais le pire, c'est le phénomène des speedrunners. Ces mecs qui tentent de perdre le plus vite possible en jouant les pires coups de l'histoire du jeu, transformant un sport cérébral en un délire absurde. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que certains joueurs professionnels finissent littéralement en sueur après une partie? On parle d'un jeu de plateau, pas d'un marathon. Pourtant, ils vivent ça comme un combat de boxe. Alors,
Est-ce que c'est vraiment un jeu de génie? Au final, c'est un peu comme Dark Souls, mais en jeu de société. Tout le monde pense que c'est réservé aux élites, mais en vrai c'est surtout un jeu de tryhard, où tout le monde galère, et un coup t'es un génie, et un coup t'es une fraude, et un coup tu mates ton adversaire en 4 mouvements, et le lendemain un gamin de 8 ans te pulvérise en 30 secondes avec une ouverture que t'as jamais vue de ta vie. Et pourtant, on y retourne, toujours. Parce que même si tu perds, même si tu passes plus de temps à comprendre pourquoi tu viens de perdre qu'à jouer à ce petit truc addictif, le moment où pour la première fois tu sors un coup brillant et ton adversaire rage quitte, ce moment où tu réalises que peut-être après tout t'es pas si nul. Alors les échecs, c'est un jeu de génie, c'est un jeu de masochiste et c'est une enfer sur 64 cases. C'est un jeu incroyable, moi j'ai joué toute ma vie depuis que je suis tout petit, je vise les 2000 Elo, espérons que je puisse vous les montrer en ligne. Les échecs, c'est vraiment le jeu qui transforme ce simple joueur en stratège, ou en victime. Pourquoi tout le monde veut se mettre aux échecs en 2025? Est-ce que c'est vraiment un jeu de génie ou juste un champ de bataille pour tryharders et pour rageux? Partie en ligne, tout le monde triche, défaite humiliante, ouverture que personne ne comprend. On va voir ce plus grand jeu. Un RPG au tour par tour dans un monde gangster avec des invocations de homards géants, des coups spéciaux de businessman et un héros qui cite Dragon Quest comme s'il parlait de la Bible. Non, c'est pas un rêve, c'est Yakuza Like a Dragon. Et ce jeu, c'est une gifle cosmique dans la mâchoire de tout ce que vous pensiez savoir sur le jeu vidéo. Le premier choc vient du gameplay. Si tu viens pour du beat'em up classique, détrompe-toi. Ici, on est dans du RPG tour par tour, oui, t'as bien entendu. Un système à la Final Fantasy avec job, statistiques, tour. Mais dans la rue avec des clodos kamikazes, des businessmen armés de classeurs et des invocations qui n'auraient aucun autre sens dans un jeu autre que celui-là. Et pourtant, ça marche, c'est fun, c'est stratégique et c'est terriblement drôle. L'histoire, maintenant. Tu incarnes Ichiban Kasuga, un gars un peu paumé, un yakuza loyal, largué par son clan et abandonné dans le monde. Mais Ichiban, c'est pas juste un voyou, c'est un héros de JRPG dans un monde réaliste. Et ça, c'est fou. Il voit sa vie comme une quête épique, avec des alliés, des quêtes secondaires farfelues et des boss en costard-cravate. Et ça fonctionne. Ce mec, tu t'y attaches. Il est touchant, sincère, con comme un balai, mais tu veux qu'il réussisse, tu veux l'accompagner jusqu'au bout. Mais alors, à quoi ça ressemble vraiment? Bah, c'est très bizarre. C'est un mélange entre GTA, Dragon Quest, Shenmue et un peu de South Park. Et tu obtiens ce cocktail, détonnant, bizarrement cohérent, qu'est Yakuza Like a Dragon. Y a rien d'autre qui lui ressemble à part les autres jeux Yakuza. Et encore, graphiquement, Yokohama est superbe. C'est pas du AAA façon Red Dead Redemption 2, mais les rues fourmillent de vie, de couleurs, de personnages tous plus cinglés les uns que les autres, et la mise en scène est complètement folle, parfois ultra sérieuse, presque dramatique, et 30 secondes plus tard, tu files un job de danseur disco à ton tank humain. Ce jeu, c'est un grand écart permanent entre le sérieux et l'absurde, et ça, c'est du génie pur. Et la musique, entre les musiques épiques des combats, les thèmes jazzy de ville, les BO d'invocation qui frisent le ridicule, chaque morceau te plonge dans un univers qui n'a pas peur de se moquer lui-même, tout en t'offrant un spectacle de qualité. En résumé, les points forts, ce système de combat au tour par tour, fun et original, ces personnages tellement attachants, une histoire prenante, vraiment entre humour débile et drame poignant, l'univers Yakuza, mais sous acide, et ces mini-jeux, ces mini-jeux, gestion d'entreprise, karting, quiz cinéma. Point faible, c'est que c'est peut-être un peu déroutant pour les fans de l'ancien gameplay, et quelques longueurs si on n'est pas fan de dialogue ou de cutscene, et il faut aimer l'humour bien sûr, bien japonais. Vraiment, Yakuza Like a Dragon, c'est un pari risqué, qui aurait pu s'écraser comme une pizza froide, mais qui atterrit comme une météorite en plein cœur de ton cœur de joueur. Barré, audacieux, profondément humain, le genre de jeu qui ne se contente pas de te divertir. Il t'embarque, t'émotionne, et te donne envie de recommencer une partie, juste pour voir Ichiban danser en cravate. Bref, une œuvre culte, un ovni vidéoludique à ne pas rater. Et d'ailleurs, j'aimerais bien essayer celui sur les pirates, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ce jeu va littéralement ruiner ta vie. Tu aimes souffrir ? T'as une passion cachée pour l'échec et la dépression médiévale? Alors bienvenue dans Darkest Donjon, le jeu qui va broyer ton moral plus vite qu'une réunion du lundi matin. Alors déjà, c'est pas un RPG classique où tu farmes pépouze en écoutant un podcast sur la productivité. Non, ici, chaque pas dans un donjon est une décision de vie ou de mort. Pas pour toi, mais pour ces pauvres aventuriers, sous-payés, que tu envoies joyeusement dans des souterrains remplis d'horreurs cosmiques et de maladies vénériennes. Le concept est simple. Tu recrutes des héros avec des noms random. Bernard le Croisé ou Gadéon l'Occultiste. Tu les balances dans des donjons infestés de monstres, sauf que, comme dans une boîte en open space, ils vont vite péter les plombs, stress, maladie, crise de nerfs. Ce jeu gère mieux le burn-out que ton service RH. C'est pas du casual. Darkest Donjon, c'est un tour par tour où chaque choix compte. Tu peux pas juste cliquer au pif en mode ça passe crème, non. Tout est réfléchi. Chaque attaque, chaque soin, chaque putain de torche que t'achètes avant de partir en expédition, parce que si t'économises sur la lumière,
première, tes héros vont commencer à avoir des trucs chelous et rentrer chez eux avec un syndrome post-traumatique digne d'un film de guerre. Et oui, la mort est permanente. Permanente. T'as farmé pendant 10 heures pour monter un tank de ouf, bah s'il meurt d'une crise cardiaque parce qu'un squelette lui a fait une blague pas drôle, c'est la fin. Enfin, pas pour lui. Graphiquement, c'est une masterclass. Son style comique dark que tu vois à l'écran pue la crasse et le désespoir. Les animations sont très stylées. Et chaque coup porté à une brutalité qui fait plaisir. Ajoute à ça la narration magistrale avec un narrateur qui commande tes échecs avec une voix aussi douce qu'un enterrement sous la pluie, et t'as le cocktail parfait pour sombrer dans la folie. Pour qui est ce jeu, vraiment? Si t'aimes les jeux exigeants, où chaque victoire est arrachée avec le sang de tes personnages et quelques larmes IRL, Darkest Donjon est pour toi. Si t'as peur de perdre, si tu cherches un jeu de détente, ou que tu veux juste te sentir puissant sans effort, fuis très loin, pauvre fou. Mais si t'es prêt à affronter la peur, la folie, l'injustice, alors vas-y, affronte les ténèbres. Mais souviens-toi, Darkest Donjon, ce n'est pas le jeu qui est difficile, c'est la vie qui est difficile. Bienvenue dans cet univers impitoyable, un RPG stratégique où chaque choix compte, où les erreurs se cachent entre stress, folie, mort permanente. Ce jeu te laisse sans répit, aucun répit. Pourquoi est-il aussi addictif malgré sa difficulté brutale? C'est peut-être comme Fear and Hunger, on décortique tout ça dans ce test où on va souffrir ensemble. Pense à liker si tu veux voir plus de jeux. Parce que ça c'est très important, like si tu veux voir plus de jeux sur cette chaîne, et dis-moi en commentaire ton pire moment sur Darkest Dungeon. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter. Ici, comme d'habitude, je vous propose un gameplay brut et mes premières impressions sur les dernières sorties, et comme toujours, c'est moi Rumix Live qui vous parle. Et aujourd'hui, chez GameRanks, on est très occupé, et on va parler de Clair Obscur Expedition 33, un jeu du tout nouveau studio Stonefall Interactive. C'est un RPG qui s'inspire beaucoup de classiques comme Legend of Dragon, Persona, Lost Odyssey, et évidemment, une tonne de Final Fantasy, mais attention, malgré ses inspirations plus qu'évidentes, Expedition 33 propose univers et personnages vraiment uniques et attachants. Pour faire simple, même s'il y a quelques petits défauts, c'est un jeu absolument génial, tout simplement. Une petite équipe qui a vu grand et qui livre une aventure pleine de cœur, de défis et surtout avec une vraie identité propre. Honnêtement, c'est un jeu dont je me souviendrai encore longtemps après l'avoir terminé. Si vous en avez marre des AAA, des suites qui s'essoufflent, des remakes à répétition, ce jeu est clairement votre bouffée d'esprit que je vous recommande chaudement. Votre bouffée d'air frais que je vous recommande chaudement. On sort du sport, c'est compliqué de parler. Petit disclaimer. Il a joué à une version d'évaluation sur PC, et toutes les séquences montrées sont sans spoiler, j'essaye le plus possible, parce que croyez-moi, l'histoire a de sacrés rebondissements. D'ailleurs, parlons un peu de ce scénario. Pour moi, c'est un des meilleurs aspects du jeu. On est plongé dans un monde où les anciens meurent systématiquement année après année, et où chaque nouvelle expédition part tenter de vaincre une force mystérieuse, un peintre maléfique. Dès les premières minutes, on est captivé. Vivre dans un monde sans anciens, se demander si on doit avoir des enfants, rejoindre une expédition, jouer à l'échec, vouer à l'échec. Le jeu propose toutes ces questions avec une mise en scène hyper soignée, des performances d'acteurs incroyables, Andy Serkis, Jennifer English, la voix de Shadow Heart dans Baldur's Gate 3, et Charlie Cox, notre Matt Murdock préféré, et Ben Start. Le gameplay aussi. L'histoire est top, oui, mais c'est un jeu vidéo. Il vous emmène très vite dans toutes sortes d'endroits magiques. Cavernes cristallisées, villes sous-marines englouties, forêts enchantées et même un village peuplé de petits êtres peintres. Le ton est parfait. Sérieux quand il faut, drôle quand il faut, juste ce qu'il faut, sans être lourd. Côté gameplay, c'est du combat au tour par tour, avec une vraie dynamique. Pendant les combats, vous pouvez équiper ou parer les attaques ennemies avec un bon timing pour renverser la situation, mais attention, la difficulté en normal, les timings sont très serrés, surtout contre les boss. Globalement, c'est plus exigeant que ce à quoi je m'attendais, et mes réflexes n'aident pas. Mais si vous aimez le challenge, vous allez adorer. Chaque personnage a ses propres mécaniques, d'autres jouent avec des cartes d'éléments, ou laissent des marques élémentaires sur les ennemis. Et c'est vrai que ça, au tour par tour, à part dans Mario et Luigi, c'est pas un truc qu'on a beaucoup vu, hein. Le gameplay, très simple, mais très profond à maîtriser. Facile à apprendre, compliqué à maîtriser. Franchement, le jeu a fait un super boulot, en introduisant toutes ces nouvelles mécaniques progressivement, sans jamais vous submerger. Niveau exploration, plein de contenus annexes, des sous-boss optionnels, des trésors cachés, des chemins secrets. Rien ne fait remplissage, que du vrai contenu. Par contre, la plateforme est franchement ratée. Les sauts sont mous, les rebords sont capricieux, et c'est vraiment juste frustrant. Et pour rien arranger, il n'y a pas vraiment de cartes dans les zones, ce qui peut rendre l'exploration un petit peu galère. Techniquement, quelques bégaiements, ici et là, merci l'Unreal Engine, mais rien de catastrophique. Le jeu tourne globalement très très bien.
Pas de crash à signaler particulièrement. Environ 30 à 40 heures pour le finir selon votre façon de jouer. En plus, si vous voulez tout explorer, il y a aussi un nouveau Game Plus, donc une très belle durée de vie, un peu inférieure à notre Baldur's Gate bien aimé où c'est plus de 100 heures, mais bon. Et la musique, oh là là, certainement une des meilleures bandes-sons que j'ai entendues depuis longtemps. Thème principal, certains morceaux inspirés par la culture française, qui sont incroyables, ça vient de chez nous. Je me surprends encore à les fredonner. Alors oui, j'ai adoré ce jeu. C'est une nouvelle licence, pleine de fraîcheur, sans microtransactions, sans excès, et au prix honnête de 50$. En tant que joueur, c'est exactement ce que je veux voir aujourd'hui. Voici mon avis sur Clair Obscur Expédition 33. Comme toujours, je vous donne mes impressions, points forts, points faibles. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous l'avez acheté? Ou est-ce que vous découvrez complètement ce jeu avec ma chaîne? Parlez-en dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Rumix Life. Merci d'avoir regardé. Laissez un petit like si cette vidéo vous a aidé. À très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, laissez couler l'encre. Vous l'avez reconnu, hein, c'est bien inspiré du Before Your Buy de GameRanks, hein, qui est très important. On va bientôt parler de Baldur's Gate 3 aussi. Donc abonne-toi. On en a déjà bien parlé sur cette chaîne et je vais encore en reparler. Donc abonne-toi, pouce bleu pour ne rien rater. Le RPG qui t'a ensorcelé sans que tu t'en rendes compte. Golden Sun, c'est un RPG mythique de la Game Boy Advance, sorti en 2001, qui a laissé une marque indélébile dans le cœur des joueurs, et une frustration éternelle dans celui des développeurs, qui n'ont jamais réussi à retrouver vraiment sa magie. C'était magnifique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui fait partie des meilleurs RPG portables de tous les temps, sûrement, probablement, mais qui bizarrement reste toujours sous-estimé. L'intro, elle t'attrape par le col. Imagine-toi en 2001, tu viens de choper Golden Sun, tout excité de découvrir un petit RPG sur ta Game Boy, et là, le jeu te balance une intro de 15 minutes, où des mages baragouinent des phrases sur des pierres magiques. L'alchimie est un complot chelou qui menace le monde. Tu voulais jouer, dommage, t'es coincé dans un visuel novel mystico-chamanique. Mais attends, plus t'avances, plus tu te rends compte que c'est génial. L'univers est ultra bien construit, les personnages charismatiques et la direction artistique est à base, vraiment c'est génial. Un RPG vraiment complexe, avec des méninges. Golden Sun, c'est pas juste un Pokémon où tu spammes ton attaque la plus forte pour que l'ennemi tombe dans le coma. Ici, chaque combat, c'est une vraie partie d'échecs. Les djinns, ces petites créatures magiques, changent totalement le gameplay. Tu peux les activer, les utiliser comme boost, ou les sacrifier pour lancer des invocations gigantesques qui font clignoter ton écran comme un stroboscope en pleine rêve partie. Le problème, il faut un bac+5 en magie ancienne pour comprendre comment tout ça fonctionne. Tu passes plus de temps dans les menus que de temps à vraiment combattre. Et tu finis par lancer n'importe quoi, en priant pour que ça passe. Les énigmes, elles te rendent vraiment fou. Parlons de ces énigmes, parce que oui, Golden Sun, c'est aussi un Zelda, sous stéroïdes. Tu peux avancer, utiliser la télékinésie, pousser une bûche, faire geler une flaque, invoquer Satan. Si t'as pas capté la bonne mécanique, t'es coincé jusqu'à la fin des temps. Mention spéciale aux énigmes, qui te demandent d'aller chercher un djinn caché dans un buisson, derrière un rocher, sous une cascade, et surtout, dans un endroit où t'avais aucune raison d'aller. Ce scénario, un twist magistral. Après des heures, des combats tactiques, des énigmes qui ont détruit ta rétine et des invocations qui font ramer ta Game Boy, t'arrives enfin au bout. Tu t'attends à un final grandiose, une explosion de révélations, et le jeu se termine avec un gros cliffhanger. Golden Sun, c'est l'équivalent d'un Marvel, qui s'arrête juste avant la bataille finale et qui te dit « Achète la suite dans 2 ans, fils de pigeon ». Et devine quoi ? La suite est sortie. Mais tout le monde s'en foutait de la suite, parce qu'entre-temps la Game Boy elle est morte, les joueurs sont passés à autre chose, et Camelot, les développeurs, se sont perdus dans l'ombre, comme des ninjas dépressifs. Alors Golden Sun, chef-d'œuvre ou arnaque, c'est un des meilleurs RPG portables jamais créés. Des combats tactiques, une OST qui te met des claques, des énigmes qui te font cogiter et un univers qui transpire la passion. Mais c'est aussi un jeu qui demande un investissement mental violent et qui a puni les joueurs avec une suite qui n'a jamais su conclure son histoire correctement. Aujourd'hui, les fans prient pour un remake, mais Camelot préfère faire des jeux de golf pour Nintendo, la plus grande trahison de l'histoire du RPG. Alors si t'as jamais fait Golden Sun, je te conseille d'y jouer maintenant, mais attention, une fois que tu seras accro, t'auras le même destin que nous. Attendre un 3e opus qui ne viendra jamais. Alors abonne-toi, laisse un pouce bleu, sinon un djinn viendra te hanter cette nuit. Golden Sun, c'était vraiment un des plus grands RPG de la Game Boy Advance, surtout à l'époque. Et pourtant, il est vraiment oublié, je trouve. Ce jeu mélange combat tactique très profond, énigmes tordues à la Zelda, une histoire incroyable qui se termine jamais. Pourquoi est-il resté culte? Pourquoi Nintendo ne lui donne pas de vraie suite? Aujourd'hui, je t'ai parlé de ce chef-d'œuvre sous-estimé qui mérite toute notre attention. Si tu l'as déjà fini, partage ton avis en commentaire. Et surtout,
Abonne-toi pour plus de tests. Imagine un monde où Yugi te dit: tu sais quoi, les cartes c'est pour les faibles, on va balancer des dés. Bienvenue dans Dungeon Dice Monster, le jeu GBA dont personne ne parle à part moi, alors abonne-toi pouce bleu, mais que tout le monde a vu passer dans l'anime et s'est dit: ouah, trop stylé, je veux y jouer. Puis t'as mis la cartouche et t'as regretté d'avoir su lire. On va commencer avec le contexte et la promesse ratée de ce jeu. On parle d'un spin-off de Yu-Gi-Oh! Basé sur un seul duel vu dans l'animé. Le duel contre Duke Devlin arrive, claque sa coiffure et son jeu chelou avec ses dés. Un système de jeu 100% original, plus stratégique, plus visuel, plus risqué. L'animé en faisait un monde à part, limite un concurrent du jeu de cartes. Mais le jeu GBA, c'est comme commander un dragon blanc aux yeux bleus sur Wish. Sur le papier, un jeu de stratégie où tu invoques des monstres avec des dés, tu construis un donjon en temps réel et tu dois atteindre le cœur de ton adversaire. En réalité, des règles incompréhensibles, une interface de l'enfer et des tutoriels qui te regardent mourir lentement sans rien t'expliquer. Le gameplay, c'est pourtant une bonne idée. Torturé à mort. La promesse est belle. Tu lances des dés, tu crées des tuiles, tu avances ton donjon vers l'ennemi, tu invoques des monstres et les symboles match. C'est un peu comme un croisement entre Advance Wars, Yu-Gi-Oh! Et Risk, mais dans une machine à laver. Mais voilà, le système est tellement mal expliqué que t'as l'impression que même les développeurs n'étaient pas sûrs des règles. Tu passes 80% du jeu à ne pas comprendre pourquoi tu perds, 15% à lancer des dés au pif, et 5% à te dire « mais est-ce que j'ai juste pas le QI pour ce jeu ?» Si je le comparais, je pourrais le comparer à des jeux comme Fire Emblem pour la stratégie, Pokémon pour l'invocation de créatures, et même Dofus en fait pour le placement tactique. Mais ici, le hasard est roi. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si les dés ne veulent pas de toi, t'as perdu. C'est du rock-like, frustrant, version Yu-Gi-Oh! Et c'est dommage, parce que la direction artistique est magnifique, les monstres super bien pixelisés pour de la GBA, et le potentiel est vraiment énorme. Mais au final, tu te retrouves avec un jeu qui est plus proche d'un mauvais jeu de société avec des règles griffonnées sur une nappe à la cantine que d'un vrai tactical RPG. Partie 4. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut y jouer aujourd'hui? Bah si t'es maso, collectionneur ou si t'aimes les jeux incompréhensibles avec une belle DA, oui, fonce. Si tu veux juste un bon jeu Yu-Gi-Oh! Avec des mécaniques solides, va jouer à Yu-Gi-Oh! GX ou à World Championship 2007. Dungeon Dice Monster, c'est un peu comme si le créateur avait eu une idée de génie, mais qu'il avait confié à une équipe de développeurs enfermés dans un donjon, sans lumière, ni manuel de règles. Et j'aimerais vous parler d'ailleurs de d'autres jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Très perchés que personne ne connaît, comme ce jeu Yu-Gi-Oh! Avec des dés. Moi j'y ai énormément joué à l'époque sur Game Boy, franchement j'ai dû passer des dizaines d'heures, j'avais adoré ce jeu-là. Et j'ai un deuxième Yu-Gi-Oh! Que j'aimerais vous parler un peu. C'était un peu un Yu-Gi-Oh! Mario Party sur Game Boy aussi, avec où on marchait sur un plateau, enfin c'était n'importe quoi, ça se rapprochait d'un Mario Party, où on pouvait marcher sur un plateau effectivement. Je vais vous en parler, il y a aussi un Yu-Gi-Oh! PS2, où c'était en mode tactical RPG. Je vais vous parler de tout ça, donc si tu ne veux pas rater cette vidéo incroyable de Yu-Gi-Oh! Mario Party, abonne-toi pouce bleu parce que ça va arriver bientôt, ça va être très très cool. En fait, si tu veux, pour résumer, là le Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monster, c'est l'exemple parfait du jeu qui aurait dû rester dans l'animé. Stylé à regarder, un cauchemar à jouer. Et pourtant, il y a un petit quelque chose, il y a une vibe, il y a un charme. Et si ça avait été bien? Mais pour ça, il faudrait une refonte totale. Konami, sors-nous un remake, s'il te plaît. Moi, si vous avez de moyens d'y jouer sur la télé, vous pouvez jouer sur la télé avec une GameCube et l'adaptateur GBA, n'hésitez pas honnêtement. Essayez-le quand même, c'est très particulier, je pense que ça mérite vraiment d'être essayé. Moi ça a été un jeu de mon enfance, force à tous, abonne-toi, pouce bleu, tu connais. Test ultime sur Dungeon Maker, une masterclass oubliée ou un jeu maudit par le destin. Imaginez vous êtes le boss final dans un jeu mais vous devez d'abord construire un donjon dans lequel les héros viendront se faire massacrer. C'est Dungeon Maker sur Nintendo DS, un jeu dont personne ne parle, une cartouche paumée au fond d'une brocante, mais qui cache un concept aussi génial que sadique. Et si je vous disais que ce petit jeu oublié a eu plus d'idées que 90% des AAA d'aujourd'hui, vous avez l'habitude sur ma chaîne, l'histoire, quelle histoire. Ici, il n'y a pas de quête épique, il n'y a pas de prophétie millénaire, vous êtes un gosse qui a hérité d'un terrain, sauf que c'est pas un champ de blé, c'est un donjon vivant. Et votre job, le nourrir avec des monstres, des aventuriers et du sang. C'est Animal Crossing version donjon démoniaque, avec une pincée de Dark Cloud et un Harvest Moon, un arrière-goût d'Harvest Moon sous crack. Le gameplay c'est de la construction en temps réel, une sorte de Minecraft pré-moderne, où chaque couloir, chaque salle influence le type d'ennemi qui apparaîtra. Mais attention, plus vous construisez, plus les aventuriers qui viennent piller votre donjon deviennent balèzes, et vous devez leur tendre des pièges, comprendre leur logique et adapter votre donjon. C'est une bataille d'esprit permanente entre level design et tower organique.
Petit twist génial, chaque monstre laissé en vie vous donne des ingrédients pour cuisiner des plats, et ces plats vous rendent plus forts. Oui, c'est un jeu où la gastronomie est une arme tactique, genre cuisine ou crève, et ça c'est génial. La direction artistique est étrange mais marquante. Graphiquement c'est du pixel 2.5 un peu cheap, façon jeu budget 2007, mais ça a un charme fou, vraiment. Le bestiaire est grotesque, mignon à la fois. La musique, un loop bizarre qui s'incruste dans la tête, limite dérangeant, comme si quelqu'un t'observait pendant que tu joues. Mais franchement, Dungeon Maker, magnifique. Si Dungeon Keeper avait été développé sur console portable en mode roguelike pour les enfants diaboliques, ça aurait donné ça. C'est une version DS croisée avec Darkest Dungeon, mais avec un côté enfantin extrêmement trompeur. Le jeu a été édité par Global A, ça c'est le fun fact qui tue. Une boîte japonaise qui a disparu mystérieusement après ce titre. Un seul jeu, puis le silence. Une légende urbaine circule même disant que ce jeu aura été développé à moitié comme un prototype de test IA pour Nintendo. Sans doute faux, mais stylé. Dungeon Maker, c'est un jeu qui te fait te sentir malin, sadique, totalement accro. Pas beau, pas fluide, mais brillant dans sa boucle de gameplay. Un jeu qui mériterait tellement un remake aujourd'hui sur Switch ou sur Steam. Et qui exploserait TikTok avec ses mécaniques de dingue, vraiment. Si tu pensais que construire des donjons c'était chiant, essaye d'en faire un où les héros viennent et ne repartent jamais, vraiment. C'est compliqué de vous expliquer ça. En fait, le gameplay vraiment de Dungeon Maker, c'est construisez votre donjon, disposez murs, couloirs, salles secrètes et pièges comme un architecte fou, gérez vos monstres, recrutez, entraînez, déployez votre armée, défendez vos trésors, quand les héros osent s'aventurer dans les ténèbres, un combat stratégique qui s'engage. Le jeu demande réflexion, chaque niveau est un pulse tactique où faut jongler entre ressources limitées, temps de construction et risque d'intrusion ennemie. Je crois que j'ai même pas réussi à aller jusqu'aux intrusions ennemies quand j'étais petit. Ce système, qui rappelle par moments Dungeon Keeper, mais dans une version DS simplifiée et charmante, vous oblige justement à planifier chaque centimètre de votre labyrinthe, et c'est là la vraie magie opère, le flow, gameplay fluide, action qui se libère avec rapidité. Chaque victoire, même minuscule, vous gratifie comme un exploit unique. Cependant, le seul bémol, c'est que la gestion peut parfois être frustrante pour les novices. Mais c'est justement ce qui fait le charme. C'est un jeu qui vous pousse à pousser votre cerveau et à s'améliorer constamment. Ça se contente vraiment pas en plus d'être un simple jeu de gestion, c'est un univers riche et vraiment intriguant, un monde fantastique où au lieu de sauver une princesse on doit construire et défendre son propre royaume subterrain, l'histoire très subtile, à travers des dialogues minimalistes, des symboles cachés dans la conception de vos donjons, des références aux mythes anciens, vous découvrez qu'il ne s'agit pas seulement de placer des pièges, il y a une véritable lutte de pouvoir, un héritage que vous devez forger en affrontant tour à tour des héros audacieux qui cherchent à s'emparer de vos richesses. Vraiment, ça rappelle Darkest Dungeon, un jeu de gestion et de survie qui fait se livrer en petites doses de mystère et d'ambiance gothique. Les choix sont cruciaux, une salle mal agencée, un piège mal positionné, votre donjon s'effondre. Mais quand tout fonctionne, c'est un pur chef-d'œuvre justement tactique. Un autre point intéressant, c'est l'interface. Sur Nintendo DS, malgré ses limitations, le jeu offre une expérience ergonomique qui rappelle les premiers chefs-d'œuvre tactiques, mais une touche de modernité grâce à l'écran tactile. Certains pourraient penser que ce jeu est pour enfants, mais détrompez-vous. La profondeur de sa mécanique, la finesse de ses pulses font appel à votre logique et à votre sens de la stratégie. En ce sens, il s'agit d'un défi intellectuel dissimulé sous une apparence colorée et ludique. Est-ce que le Dungeon Maker est un chef-d'œuvre oublié ? Bah absolument. C'est un jeu qui, en dépit de quelques imperfections, a une courbe d'apprentissage un peu raide et le grind qui peut décourager et qui m'a découragé quand j'étais enfant, ça possède une âme et une originalité indéniables. Pas question d'un jeu parfaitement poli, mais d'un jeu qui a réussi à innover en se situant à la croisée de la construction, de la stratégie et de la survie. Un hommage à la créativité, aux pionniers du genre, un défi relevé par un petit studio aux moyens limités. Alors si tu cherches un jeu qui fait réfléchir, qui te surprend à chaque niveau, qui te fait à la fois rire et soupirer, Dungeon Maker est ce trésor caché que tu dois absolument découvrir sur DS. Alors, le jeu était très particulier, il y avait cette histoire en plus de pelle qui parle, c'était très marrant, c'était vraiment très unique comme jeu. On avait cette espèce de jeu où voilà, vous allez dans le donjon, vous tuez des monstres pour pouvoir cuisiner des plats, ces plats vous rendent de la vie, vous rendent plus fort, vous retournez tuer des monstres, et en même temps, vous construisez justement ce donjon, et à chaque fois en construisant un niveau du dessous, donc à chaque fois, il faut aller plus profondément dans le donjon. Donc moi, arrivé au 4e ou au 5e sous-sol, j'avais abandonné parce que j'étais trop jeune pour jouer à ça.
Mais en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment génial. J'ai galéré, c'est un des jeux où j'ai le plus galéré à trouver un gameplay pour faire la vidéo, parce que c'est un jeu qui a l'air d'avoir assez disparu, hein. Il y a des jeux même comme Vendetta, où je ne trouve même pas de gameplay, j'arrive même pas à réinstaller le jeu. Donc il y a même des jeux qui sont déjà des lost media, quoi, où je ne peux même pas vous en parler sur cette chaîne. Alors, j'en avais parlé il y a presque 15 ans, hein, de Vendetta, mais j'ai supprimé la vidéo comme un con. Bref, Dungeon Maker DS, hein, c'est vraiment le chef-d'œuvre stratégique que tu n'as jamais vu. Allez jouer à Dungeon Maker sur Nintendo DS, hein, ce jeu de stratégie de donjon pur et gameplay, extrêmement intéressant. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Force Monster à tous, à Lab très sur vite. PS2, le laboratoire du chaos oublié. Si Frankenstein avait eu une Play 2, il aurait sûrement poncé Monster Lab jusqu'à faire fondre la console. Ce jeu sorti en 2008 vous met dans la blouse d'un savant fou qui assemble des créatures plus dégueulasses les unes que les autres. Et surtout, c'est encore plus dégueulasse qu'un buffet de cantine scolaire. Mais attention, sous ces airs de jeu obscur, Monster Lab cache une formule surprenante, qui mérite qu'on s'y attarde. Et ça fait aussi partie de tous ces jeux auxquels j'ai beaucoup trop joué étant beaucoup trop jeune. Il y a bien sûr les Sims permis de sortir, les Sims naufragés, qu'on a vu déjà dedans. Et quelques autres, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos sorties sur cette chaîne. On va parler du gameplay, la science du bourrinage. Imaginez Pokémon, mais au lieu de capturer des bestioles mignonnes, vous les fabriquez avec des bons bouts de ferraille, des membres mutants, des organes douteux. Le jeu est un petit mélange d'exploration, mini-jeu, combat tour par tour. À chaque partie de votre monstre a ses propres stats et ses propres attaques. Si vous voulez lui coller une scie circulaire à la place d'une main, vous pouvez. Une tête en bocal avec des yeux qui pendent, c'est possible aussi. Le terrain de jeu, vraiment c'est un terrain de jeu de taré tant la création et la customisation est importante. Le cœur du jeu, c'est vraiment sa petite fabrication de monstres. Vous collectez des matériaux en explorant des zones gothiques et en affrontant des créatures. Plus vous avancez, plus vous débloquerez de composants. Toujours plus grotesque, pour perfectionner votre rabobination. Le plaisir vient autant du côté bac à sable que de la stratégie. Chaque pièce a ses forces, ses faiblesses, et composer la créature parfaite devient un véritable casse-tête. L'ambiance et l'univers, c'est un peu du Burton sous acide. Visuellement, Monster Lab a ce petit côté Tim Burton, avec des environnements lugubres, des personnages caricaturaux. Le design des monstres est à la fois repoussant, mais en même temps extrêmement hilarant, avec des animations maladroites qui ajoutent du charme au jeu. Les dialogues, bourrés d'humour noir et d'histoire, bien que simplistes, vous poussent à continuer pour voir quelle autre horreur vous pourrez bricoler. Est-ce qu'il faut y jouer? Pourquoi faut y jouer ou pas? D'ailleurs, Monster Lab c'est un jeu qui plaira vraiment pas à tout le monde. Mais ceux qui aiment les expériences décalées et les jeux de création surtout, y trouveront vraiment leur compte. Il a vieilli bizarrement, mais ça reste une pépite vraiment méconnue d'ailleurs, je sais même pas comment ça se fait que je connais ce jeu, qui prouve que la PS2 c'était vraiment une terre fertile pour des concepts barrés. Est-ce que t'es prêt à devenir maître du chaos? Si t'as un jeu un peu perché, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Un jour, j'ai lancé un petit jeu indé, sans attente, 500 mots, une icône moche, zéro marketing, je pensais y jouer 10 minutes, et pourtant, ce jeu m'a retourné le cerveau. J'ai refermé Look Outside avec le cœur serré, le cerveau en vrac et une seule envie, vous en parler. Parce que c'est pas juste un jeu, c'est un miroir et quand on y regarde, parfois on n'aime pas ce qu'on voit. Le gameplay est vraiment minimaliste, mais il est vraiment viscéral. Look Outside, il est pas là pour te divertir avec des combos et du loot violet. C'est un point and click narratif qui te plante dans un appartement, un huis clos mental. Chaque clic est une tension, chaque bruit te met mal à l'aise, c'est lourd, lent, anxiogène et c'est très volontaire. Pas d'interface flashy, pas de tuto, tu galères, c'est voulu, le jeu t'enferme littéralement et il t'observe. Comparaison, c'est comme si Pepper Please avait croisé Silent Hill et Don't Look Back dans une cave suédoise. Honnêtement, ça me fait vraiment penser à Fear and Hunger. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez Fear and Hunger. Scénario, c'est le vrai cœur du jeu. Tu joues un personnage en burn-out, en pleine crise existentielle. Pas de monstres, pas de zombies, juste toi. Un environnement qui se dégrade et une voix intérieure qui parle trop fort. Ce jeu, c'est un malaise déguisé en puzzle game. Plus tu avances, plus tu te rends compte que ce que tu observes dehors, c'est pas le monde, c'est toi-même. Et sans spoiler, cette fin, un to be continued qui glace le sang, car tu sais que tu as vu quelque chose que t'aurais pas dû. Design et son, du génie en low budget. Graphisme en pixel art, moche, non. Minimaliste et malaisant. Chaque pixel est placé pour te déranger. Et la musique, ou plutôt le silence, un silence qui hurle, merde. Un son de pluie qui devient lancinant, à la Inside, mais encore en plus dépressif. C'est vraiment pas pour tout le monde, soyons clairs. Ce jeu ne plaira pas pour tout le monde. Mais vraiment pas, c'est lent, dérangeant, ça te guide jamais. Mais si t'as aimé The Cat Lady, Fear and Hunger, Lorelei, Détention ou Yom Nikki, tu vas adorer, ou plutôt tu vas détester adorer. Vraiment,
Look outside, mon franc anglais est bof, mais mon avis sincère, c'est qu'en tout cas, c'est une claque. C'est pas une gifle spectaculaire, c'est une claque sourde, qui laisse une trace longtemps après. C'est le genre de jeu que tu termines, où t'allumes pas tout de suite un autre jeu, tu restes là, tu regardes dehors, et tu demandes si le jeu t'a menti ou pas. À tester si tu veux quelque chose d'autre, de plus humain, de plus intime, et de vraiment marquant. Honnêtement, je te le conseille. J'ai vu ça grâce à Holo Croissant, hein, big up à lui. Il m'avait déjà montré Felvidek à l'époque. Franchement, Felvidek, il a fait une vidéo, il me l'a pas montré personnellement, hein, on s'est compris. Mais Felvidek, c'était incroyable, très très cool. J'ai regardé sa vidéo dessus. Moi, je suis un gros fan de Fear & Hunger 1 et 2, et j'ai très envie d'essayer Felvidek et ce look outside. Particulièrement ce look outside, mais Felvidek aussi. Donc, je vous mets ça ici. Je me sentais obligé de faire le test vraiment sur ce jeu le plus vite parce que, étant donné un gros joueur de Fear & Hunger et vu un peu la direction artistique de cette chaîne, je pense que c'était nécessaire. À très vite. Bienvenue dans Advance Wars 1+2 Reboot Camp, le remake sur Switch, le jeu où tu peux devenir un véritable stratège de guerre. En pixel, imagine un monde où les commandants, au look improbable, te font croire qu'envoyer des tanks cartoonesques en plein désert, c'est de la stratégie militaire de haut niveau. T'as toujours rêvé de diriger une armée de petits soldats en mode chibi ? Parfait. Ici, un plan bien pensé, c'est aligner tes tanks en forme de smiley avant de les envoyer à l'abattoir. Dans Advance Wars, la guerre c'est un jeu de plateau. Les ennemis sont ultra colorés et les commandants ne perdent jamais leur sang-froid, même quand leurs troupes se font atomiser par un hélicoptère. Chaque mission est un défi de tactique, mais avec une logique surprenante. Un tank léger peut tout à fait exploser un hélicoptère si t'as bien calculé tes cases. C'est ça la magie d'Advance Wars, un mélange entre jeu de guerre sérieux et cours de géométrie en primaire. Et ne crois pas que la diplomatie existe ici. Ton seul objectif c'est de tout raser, pour montrer qui est le patron. Avec des graphismes mignons, si tu veux apprendre le véritable art de la guerre, Advance Wars est là pour te donner un cours accéléré de stratégie à la sauce rétro. Mais attention, derrière ces tanks adorables se cache un jeu aussi impitoyable qu'un match de bataille navale sous stéroïdes. C'est vraiment, Advance Wars 1+2, ça débarque pour t'apprendre l'art de la stratégie militaire, avec toujours une façon mignonne et colorée. Avec ses tanks cartoonesques et ses commandants hauts en couleur, ce jeu est un mélange unique entre tactique de guerre et bac à sable rétro. Que tu sois un vétéran des cases ou un général en herbe, prépare-toi à un affrontement où chaque pixel compte et où les hélicoptères peuvent tomber face à des tanks. Logique. Dans cette vidéo, on plonge dans ce remake aussi cruel qu'adorable d'Advance Wars pour voir si cette guerre en douceur a encore ce qu'il te faut pour te transformer en stratège ou en spectateur de ta propre défaite. Ce jeu est vraiment très très cool. J'y ai passé moi une grande partie de ma jeunesse. J'ose pas encore me lancer sur le 1 et le 2 que j'ai déjà fait en fait. Donc là le remake a peu d'intérêt, mais je tenais vraiment à vous faire découvrir ça. Je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté et que ça ferait vraiment plaisir à ma communauté et que vous pourriez vraiment apprécier ce jeu. Il y a 2 épisodes sur DS, Dark quelque chose et Dual Strike qui sont très 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 bien. Les 2 épisodes DS sont vraiment géniaux. J'ai vraiment de très beaux souvenirs sur ces 2 épisodes DS pour des raisons très différentes. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et on parlera peut-être des épisodes DS si jamais cette vidéo fait un peu plus de vues que toutes les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, petit pouce bleu et on se revoit très très vite. Axie Infinity, c'est pas juste un jeu, c'est un concept. Un mélange improbable entre Pokémon, un casino en ligne et un simulateur de portefeuille crypto. Bienvenue dans l'univers où chaque petit monstre mignon que tu fais éclore t'ajoute un crédit de plus sur ta carte. Parce qu'ici, les créatures, ça s'achète en Ethereum, une crypto-monnaie qui fluctue plus vite que ta patience. L'idée, t'investis, tu fais des combats et tu gagnes des récompenses en crypto. Du moins, si les valeurs ne s'effondrent pas entre temps. Et la promesse, elle est belle. Joue, investis et gagne ta liberté financière. Sauf qu'après avoir claqué un demi-loyer pour une équipe de monstres, tu te retrouves à élever des Axies comme un esclave moderne du NFT, en espérant que le marché fasse pas faillite avant ton premier retour sur investissement. Ah, l'économie du futur. Où pour devenir riche, il faut d'abord être pauvre. Parce qu'Axie Infinity, c'est aussi ça. Un jeu où tu joues autant avec des chiffres qu'avec des créatures. Un peu comme si ta passion pour Pokémon t'avait finalement amené à spéculer sur les marchés financiers. T'as toujours rêvé de devenir trader et d'élever des bébés dragons ? Parfait, ici t'auras tout, sauf la garantie de pas tout perdre. Axie Infinity, c'est le jeu qui te promet en tout cas, de devenir riche en crypto-monnaie, après il te le permet pas, ou de te ruiner.
Ici, pas de petites créatures gratuites à attraper, rien de ça. Chaque Axie, c'est un investissement en Ethereum et chaque combat un coup de poker contre les fluctuations du marché. Dans cette vidéo, on décortique le concept, un mélange de stratégie et de spéculation avec des monstres qui coûtent un bras et des récompenses en crypto aussi instables qu'un marché de NFT. Si t'as toujours voulu être à la fois dresseur et trader, c'est le moment. Disgaea 5, ce jeu où on ne tue pas des ennemis, on les enterre sous une mine de chiffres. Si t'es allergique aux millions de dégâts affichés à l'écran, fuis immédiatement. Ici, on parle d'un RPG tactique où le mot overkill a été redéfini. Sérieusement, qui a besoin de balancer une attaque à 9 999 999 sur un pingouin démoniaque qui pleure déjà parce que sa mère l'a abandonné? L'histoire ? On suit Killia, un héros qui a dû oublier de passer chez le coiffeur, sa bande d'uluberlus au design qui crie « On a mis tout notre budget sur l'animé ». Leur mission ? Affronter Void Dark, un méchant dont le nom est aussi subtil qu'un lance-flamme dans une bibliothèque. Mais là où Disgaea 5 explose tout, c'est son gameplay. Combat tactique, combo aussi stylé que le dernier clip de K-pop, et des personnages qui peuvent porter, lancer ou carrément empiler leurs alliés comme une pyramide humaine. Parce qu'au fond, pourquoi pas ? Et le grind. Le grind, vous pensiez avoir vu le fond du gouffre avec des RPG classiques ? Disgaea 5 vous montre qu'il y a encore 3 sous-sols. Un ascenseur et une équipe d'ouvriers qui creusent encore plus bas. Essayez de monter un personnage niveau 9999, de réincarner son âme pour repartir niveau 1 avec des stats boostés, puis de recommencer, tout ça pour affronter des boss secrets qui ont plus de PV qu'une encyclopédie en 14 volumes. Alors en gros, Disgaea 5, c'est un jeu où l'exagération devient une philosophie de vie, un mélange de stratégie, d'humour débile, de mécanique infinie qui vous fera perdre votre sommeil, mais ne vous fera jamais perdre votre sourire. C'est vraiment un jeu excellent, Disgaea 5. C'est ce jeu où la réalité prend un coup de pelle dès l'écran titre. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous explosez l'univers à coups de statistiques astronomiques. Vous pensiez que les mathématiques ne servaient pas dans la vraie vie ? Ce jeu va vous prouver que les chiffres peuvent aussi servir à dominer des pingouins démons un peu pleurnichards. L'histoire contre Void Dark, c'est une simple vengeance, un méchant tellement méchant qu'il a probablement écrasé des Legos pieds nus juste pour son plaisir. Vous incarnez Killia, son héros un peu taciturne, coupe impeccable, qui fait équipe avec Seraphina, une princesse qui considère que l'humilité est un mot inventé par les pauvres. Rajoutez à ça qui s'entraîne en hurlant Cyan, Red Magnus, une sorcière bizarre et un tas d'autres personnages qui semblent échapper d'une fête costumée un peu trop intense. Le cœur du jeu, c'est vraiment son gameplay. Carte isométrique, combat tactique, combo ridicule où un pingouin explose un dragon parce que pourquoi pas, et mécanique d'empilement de personnages, oui, empilement, genre on forme une tour humaine et on balance la moitié sur les ennemis parce que Disgaea et rien n'a besoin de faire sens. Le grind, vous aimez souffrir ? Vous voulez voir votre compteur dépasser celui d'un contrat de travail ? Monter un perso 9999, c'est qu'un échauffement. Faut le réincarner au niveau 1, repartir à 0, mais avec des bonus, et ça avant même de toucher au Item World, un donjon généré aléatoirement. Dans chaque objet, votre épée, elle a un monde dedans, votre potion aussi. Bref, c'est l'infini, mais avec des lootbox gratuites. Disgaea 5, c'est un mélange de stratégie, de folie, d'humour qui ne se prend jamais au sérieux. Blague absurde, situation what the fuck, combat où vous pouvez pulvériser un pingouin et un démon avec une comète géante, le jeu est une ode au plus, au toujours mieux. Enfilez votre cape de stratège, préparez votre cerveau, plongez dans ce chaos organisé. Vous n'en sortirez pas indemne, mais vous en redemanderez. Si vous avez des anecdotes sur ce jeu, parce qu'il est complètement excellent, un boss par exemple secret, n'hésitez pas à en parler, je ferai peut-être une vidéo pour parler justement du endgame de ce jeu qui est tout simplement incroyable. Disgaea 5, c'est vraiment quelque chose d'unique dans le monde du jeu vidéo. Je vous invite vraiment à aller regarder ce RPG tactique avec des chiffres qui explosent, des pingouins qui pleurent, et tout est une question d'exagération absolue. Son humour décalé va forcément vous plaire, son gameplay infini, ses combats tactiques plus fous que jamais, plongés dans l'univers unique de ce jeu culte. Pourquoi se contenter de 1000 dégâts quand on peut en infliger 1 milliard ? Vous n'êtes pas prêt pour ce chaos hilarant. Disgaea 5, c'est vraiment une pépite. Il y a même des épisodes sur PSP, mais qui sont un peu plus courts quand même, il me semble, sur PSP, qui sont peut-être excellents aussi. J'avais fait le PSP, un épisode sur PSP, et cet épisode-là, Disgaea 5, que je trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Force à tous, abonne-toi. Felvidek propose une aventure atypique, inspirée par l'histoire de la Slovaquie médiévale durant les conflits du XVe siècle. Vous incarnez Pavol, un anti-héros en proie à l'alcoolisme et au sionisme, qui se retrouve malgré lui dans un environnement dominé
par la secte de Zurvan et les guerres religieuses. Dans cette Haute-Hongrie alternative, les villages sont des endroits de terreur et de désespoir rongés par la violence et les croyances extrêmes. Les croisades catholiques se succèdent, les espions envahissent les rues, la tension est palpable à chaque coin de route, les citoyens vivent sous le poids des religions et d'une société dirigée par des oppresseurs sans aucun scrupule. L'histoire de Felvidek se distingue par son approche satirique de thèmes sombres. Exploitation des plus faibles, critique sociale acérée et exploration de la superstition et du fanatisme religieux. Le jeu, avec ses graphismes rétro 2D pixel art, rappelle les classiques des RPG japonais, mais une atmosphère terrifiante et sinistre. Les paysages sont désolés, chaque lieu révèle un peu plus l'horreur qui imprègne cette société médiévale sur ce jeu qui ressemble quand même à un jeu de PS1. Sans progression classique en niveau, Felvidek se concentre sur un gameplay linéaire, où chaque rencontre et dialogue a un impact majeur sur l'avancée du joueur. Les personnages secondaires comme les espions et les prêtres corrompus enrichissent une histoire déjà intense et provocante. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, Felvidek est moins orienté vers l'action et plus vers une immersion narrative qui pousse à la vraie réflexion. Un vrai choc pour les amateurs de RPG classiques. C'est un jeu unique en son genre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos d'avant, un RPG sombre, satirique qui réinvente le passé médiéval de la Slovaquie avec une petite pointe d'humour noir. Pavol, ce chevalier alcoolique perdu dans les conflits, désolation des terres de Haute-Hongrie, menace constante de la secte de Zurvan, guerre incessante, superstition oppressante, explorer les ravages d'une époque cruelle, à travers des graphismes rétro peints à la main apparemment et une narration intense. Ce jeu est une expérience brutale, qui vous confronte aux aspects les plus sombres de l'âme humaine. Si vous aimez les récits profonds et osés, Felvidek pourrait bien être l'aventure que vous attendiez. Préparez-vous à une immersion unique en terre médiévale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je peux vous conseiller Holo Segundo, qui a fait une vidéo 3 heures pour vaincre le diable, justement, qui a l'air d'être le dernier boss. Là, je suis à 1h24 de sa vidéo. C'est un peu lui qui m'a donné envie de vous faire cette petite... ces triples vidéos sur Felvidek, donc n'hésitez pas à aller faire un tour à son speedrun si le jeu là vous plaît, si les graphismes vous attirent. On se revoit très très vite, abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré pour vous. Le jeu Felvidek est un projet indépendant particulièrement atypique. Il combine des éléments d'horreur, de comédie noire et d'histoire alternative dans une version médiévale et cauchemardesque de la Slovaquie du XVe siècle. Connu comme un hommage au jeu de rôle japonais, JRPG, il intègre des mécaniques de combat au tour par tour, des personnages extravagants et des situations absurdes, tout en s'appuyant sur des visuels peints à la main, rappelant l'époque de la PlayStation 1. Le jeu se distingue par son ton surréaliste et son ambiance oppressante, tout en utilisant un humour décalé pour créer un contraste fascinant. Les combats sont rapides et évitent les longues périodes de progression souvent présentes dans ce type de jeu. Le protagoniste, Pavol, un chevalier alcoolique, doit faire face à une invasion et résoudre des énigmes tout en naviguant dans un monde où l'absurde et l'horreur se croisent constamment. C'est vraiment une expérience unique qui mêle fiction historique, horreur, comédie dans cette version alternative justement de la Slovaquie du XVe siècle. L'esthétique très particulière mélangeant un ton sombre, une dose d'humour absurde, les combats courts et percutants évitant ainsi les longues périodes de grinding, progression lente par accumulation de points d'expérience, mais je pense que vous connaissez. L'histoire, bien que courte, le jeu dure à peine quelques heures, est intense et remplie de personnages excentriques et de situations bizarres. Elle propose une immersion dans un univers où la frontière entre la réalité médiévale et l'horreur surréaliste est carrément floue. Ce jeu plaira particulièrement aux fans de récits sombres, teintés d'humour, et aux amateurs de jeux visuellement uniques. Peut-être aussi aux certains fans de Fear & Hunger, pour ça que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Abonnez-vous, à très vite. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi dérangeant. Un jeu venu d'un autre monde, où l'horreur, l'absurde et la comédie se heurtent violemment. Felvidek, un RPG cauchemardesque qui vous plonge dans un XVe siècle slovaquien aussi grotesque qu'inexplicable. Mais attention, c'est pas juste un jeu, c'est une plongée mentale dans la folie pure. Imaginez, vous vous promenez dans une forêt dense et lugubre, des visages humains déformés par la terreur surgissent des arbres. Vos compagnons, un clerc défiguré et un chevalier en proie à une dépression. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une spirale de violence absurde, où le grotesque devient la norme et la logique s'écrase sous le poids de l'horreur. Ce jeu ne respecte aucune règle. Des batailles hilarantes jusqu'à ce que vous réalisiez que le sang sur vos mains n'est pas virtuel. La réalité et la fiction se mélangent, et vous commencez à vous demander, suis-je toujours en train de jouer ? Felvidek n'est pas un jeu pour les faibles.
C'est une expérience qui vous laissera des cicatrices mentales. Si vous osez vous y aventurer, ne vous dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Abonne-toi à pouce bleu, c'est carré. Alors, t'as envie de jouer à un jeu où chaque pas peut littéralement te conduire à une mort atroce, où les chances de survie sont aussi fiables qu'une promesse politique? Bienvenue dans Fear & Hunger Termina, un jeu qui te fait réaliser que Dark Souls, c'était en fait les vacances aux Bahamas. Ici, tout te hait. Les ennemis, les objets, le sol et même le ciel. Tout ce que tu fais, hurle, mauvaise idée. Mais tu le fais quand même parce que t'es têtu et maso. Le gameplay cruel mais captivant te balance dans un monde déprimant, où tes seules armes sont une batte rouillée et un optimisme suicidaire. Chaque décision est une roulette russe. Dois-je ouvrir cette porte mystérieuse? Non. Et ce coffre scellé avec du sang humain? Toujours pas. Mais tu le fais quand même parce que l'espoir meurt en dernier et toi tu meurs juste après. Des personnages sont aussi joyeux qu'un dimanche sous la pluie. Chaque personnage jouable traîne un passif tellement lourd qu'il pourrait couler le Titanic. Les dialogues te plongent dans une ambiance pesante, où même la moindre blague semble être un cri de désespoir. Mention spéciale à l'univers visuel, sombre, crasseux, dérangeant, mais tellement fascinant, que tu ne peux pas détourner les yeux. Ici, c'est un peu comme regarder un accident de voiture au ralenti. Les monstres, c'est pire que ton patron un lundi matin. Des abominations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un tableau de Goya mélangé avec une crise existentielle. Et ne t'attends pas à une simple baston. Chaque combat est une danse macabre, où tu finis toujours par perdre un bras, une jambe, ou ton dernier point de santé mentale. Conclusion, c'est un chef-d'œuvre, pour ceux qui aiment souffrir. Fear & Hunger Termina, c'est l'expérience parfaite, pour te rappeler que ta vie est cruelle, mais que tu peux toujours en rire, un peu, beaucoup, entre stratégie, gestion de ressources, et pleurs en position fétale. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. Mais si tu cherches une aventure inoubliable, où chaque victoire est une prouesse, si tu cherches une chaîne YouTube avec 400 guides, au moins, allez, 200, 300, mais un nombre de guides incalculable, t'es sur la bonne chaîne, prépare-toi à plonger dans cette spirale infernale. Juste, n'oublie pas, ton psy est souvent derrière toi. Ce monde, franchement, c'est incroyable. Fear & Hunger, des monstres terrifiants à en faire frémir Lovecraft, une gestion de ressources qui mettra vos nerfs à rude épreuve, des moments épiques, hilarants et des échecs mémorables. Oserez-vous plonger dans cet enfer pixelisé et en ressortir vivant? Abonne-toi, laisse un commentaire sur ton pire ou ton meilleur souvenir dans Fear & Hunger Termina. Si tu veux savoir comment optimiser tes personnages au début, j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Il y a plus de 200 guides, plus de 200 vidéos sur le lore de ce jeu sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On se dit à très vite. Si tu veux juste voir du jeu vidéo, regarde une autre vidéo, il y a des jeux un petit peu partout. Check, à très vite. Total War, c'est le jeu qui te permet de refaire l'histoire, mais avec des canons plus gros. Tu penses que tu vas devenir Napoléon ou George Washington? Non, tu vas surtout apprendre que diriger une armée, ça veut dire perdre des troupes sur des batailles absurdes pendant que tu t'énerves parce qu'un village en Inde refuse de payer ses impôts. Et tout ça, pendant qu'un navire pirate te vole tes précieuses cargaisons de thé. Ici, tout commence bien. T'as une carte immense, un empire naissant, des rêves de conquête. Mais très vite, tu réalises que chaque territoire est un nid à problème. Tes colonies, elles se révoltent, pour un oui ou pour un non. Ton armée, elle est efficace, sauf quand elle décide de manquer ses tirs à bout portant. Et ta flotte, elle passe plus de temps à couler qu'à naviguer. Bref, Empire Total War, c'est un simulateur de crise internationale déguisé en jeu de stratégie. Mais le vrai défi, c'est l'économie. Parce que oui, la guerre, ça coûte cher. Et si tu n'investis pas dans les bonnes usines, ton glorieux empire va ressembler à une baraque en ruine. Et ne me mens pas sur la diplomatie. Tu veux un allié? Bonne chance. Tout le monde te déteste parce que tu as colonisé un bout de terre qui leur plaisait. Ici, c'est la loi du plus fourbe. Si tu veux survivre, tu dois mentir, trahir et peut-être brûler Londres juste pour le fun. Empire Total War, le jeu qui te transforme en stratège ou en dictateur raté. Dans cette vidéo, on revient sur ce classique de la stratégie où chaque bataille est un mélange de génie militaire et de désespoir total. Partez à la conquête du monde, apprenez pourquoi l'économie est plus dangereuse que les fusils et découvrez comment une petite révolte peut anéantir des rêves impériaux. Si vous aimez les jeux où chaque décision compte et où l'erreur est fatale, cette vidéo est pour vous. Empire Total War, c'est super cool, c'est un classique. J'avais commencé avec Medieval Total War il y a quelques années déjà. Et ouais, franchement, Empire Total War, très 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 bon jeu. Donc je vous le conseille, parlez du prochain jeu en commentaire. Un monde où les dieux du chaos s'affrontent dans une guerre éternelle, où des armées de démons, d'ogres et de dragons s'entre-déchirent dans des batailles titanesques. Et maintenant imagine que tout ça tient dans un seul jeu. Total War Warhammer 3, c'est un peu comme un banquet de guerre servi sur un plateau d'argent, sauf que parfois le plat principal est cramé, serveur en grève, et les convives te jettent des sorts dans la gueule. Partie 1, le contexte, l'héritage.
Avant de parler même du jeu, faut comprendre le poids qu'il porte sur ses épaules. Total War Warhammer 3, c'est la conclusion d'une trilogie titanesque lancée en 2016. Creative Assembly avait une mission, fusionner le gameplay de Total War avec l'univers sombre et baroque de Warhammer Fantasy. Les premiers épisodes avaient posé fondation, et le troisième devait être l'apothéose. Spoiler, c'est une consécration et un labyrinthe infernal. Le gameplay, c'est le cœur du champ de bataille. Parlons gameplay. Warhammer 3, c'est la formule totale poussée à son extrême. De la stratégie, tour par tour pour gérer son empire, combat au temps réel avec des milliers d'unités sur le terrain. Vous avez sans doute vu ma vidéo sur Empire Total War, mais là où Warhammer 3 innove, ou tente d'innover, c'est avec ses factions ultra asymétriques. Tu veux jouer des démons de cornes, pas de magie, que de la baston. Tu veux les humains, mixte parfait entre unités classiques et créatures magiques. Tu veux les ogres, une armée à buffet à volonté avec des canons à tripes. Chaque faction a un gameplay radicalement différent, et c'est un vrai tour de force. Mais, il y a toujours un mais, le système de campagne, lui, est moins convaincant. L'idée des rifts du chaos originale, mais ça devient vite répétitif et parfois frustrant. Le rythme de jeu souffre d'un syndrome du « je subis plus que je ne décide ». L'histoire et la campagne. Parlons scénario. Oui, il y en a un. Et pour une fois dans un Total War, le scénario essaye vraiment de nous impliquer. Tu joues une race dans la course pour atteindre le royaume du chaos et vaincre un dieu démon, Be'lakor. L'histoire est servie par des cinématiques très stylées, direction artistique qui fait plaisir, et ambiance sonore qui t'envoie directement dans un cauchemar gothico-fantastique, mais encore un mais, cette narration sort un peu trop du conflit avec la liberté sandbox qu'on adore dans un Total War. Résultat, certains joueurs se sentent guidés de force, comme si le jeu leur disait « Non, pas maintenant l'expansion stratégique, va plutôt faire un tour chez les démons, allez !» Heureusement, depuis, Creative Assembly a réagi avec des patchs et surtout Immortal Empire qui sauve vraiment tout. Là, on entre dans le vrai endgame. Immortal Empire, c'est vraiment la vraie bête. Immortal Empire, c'est la fusion monumentale des 3 Total War Warhammer. Une carte géante, plus de 35 façons jouables, des centaines de seigneurs légendaires, un bac à sable stratégique quasi infini. Et c'est là que Warhammer 3 prend tout son sens. Et ça te demande de la patience, un bon PC et une tolérance aux bugs digne d'un nain sous cocaïne, un sous CC. Partie 5. La comparaison, pour le contexte. Comparé à d'autres Total War comme Three Kingdoms ou Rome 2, Warhammer 3 c'est un ovni. Ça cherche pas le réalisme, ça cherche le spectacle absolu. Et ça fonctionne. Entre sorts apocalyptiques, dragons à 2 têtes, armés de zombies, t'as l'impression d'être dans un film de Zack Snyder sous acide. Mais pour ceux qui aiment la simplicité tactique d'un Shogun 2, c'est peut-être un peu trop pour eux. Alors, Total War Warhammer 3 c'est un chef-d'œuvre ou c'est juste un monstre mal équilibré ? Bon, en réalité, c'est souvent un peu des deux, comme souvent dans mes vidéos. C'est un jeu qui te demande du temps, de la passion, une certaine tolérance, des mécaniques parfois bancales, mais quand t'as plongé dedans, très difficile d'en sortir. Et toi, quelle faction tu joues? Est-ce que tu penses que ce Warhammer 3 clôt la trilogie en beauté? Lâche ton avis et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux cliquer ici pour voir certaines vidéos sur Empire Total War ou celle où je classe toutes les factions de Warhammer 3. Alors celle-là va bientôt sortir, ou tout simplement mes vidéos sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Force à toi, abonne-toi et à très vite.